Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Thierry qui a fait sa première diagonale Brest-Perpignan l'an passé. Bonjour Thierry, merci de participer à ce podcast. Dans un premier temps, peux-tu te présenter ? Bonjour Marc, donc je suis Thierry Vasseur, je suis du club de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, et effectivement j'ai fait ma première diagonale en 2024. J'ai un passé de sportif en dehors du cyclisme. J'ai fait pendant longtemps de la course à pied, j'ai fait plusieurs marathons, entre 10 et 15 marathons. Et pour le coup, je suis venu au cyclisme pour raison médicale, je dirais, parce que j'ai un genou qui refuse un petit peu les longues distances en course à pied. En revanche, ma rhumatologue m'a conseillé de faire du vélo et d'en faire autant que je voulais, puisque c'est un sport porté, au contraire de la course à pied. Donc je me suis mis au vélo il y a 6 ou 7 ans. Je me suis inscrit au bout d'un an ou 2 ans dans ce club de Sceaux, qui est vraiment très actif en région parisienne, et porté par l'ambiance générale, je me suis mis à faire de plus en plus de vélo, de là à atteindre, je crois, en 2024, 14 000 km, dont cette diagonale Brest-Perpignan que j'ai faite en juin l'année dernière. Que tu as faite en solitaire ou accompagné ? Alors, je n'étais pas du tout à l'initiative de cette diagonale. J'ai reçu un message d'un collègue du club, Denis, qui me proposait de faire cette diagonale avec lui, m'expliquant que faire une diagonale, c'était très sympa en solo, mais que c'était encore mieux en équipe. Donc, j'ai fait cette diagonale avec Denis et avec également Jean-Luc, qui s'est joint à nous lors de la préparation, et donc nous étions 3 pour faire cette diagonale de Brest à Perpignan. C'était ta première grande distance, longue distance ? Alors, c'était pas officiellement ma première grande distance, puisqu'en 2023, j'avais pris le départ de Paris-Brest-Paris. J'ai pas vu l'arrivée à Rambouillet, j'ai juste fait Paris-Brest-Carré, parce que pour différentes raisons liées, je pense, à mon inexpérience, j'ai été contraint physiquement de m'arrêter à Carhaix parce que j'étais parti trop vite, parce que je m'étais inscrit en 80 heures alors que j'aurais sans doute pas dû, parce que j'étais un petit peu dans l'euphorie ambiante des commentaires des collègues du club qui me disaient que j'étais capable de faire en 80 heures, voire même plus rapide que ça, et que je dirais, j'ai pas bien géré à la fois ce départ trop rapide et le manque de sommeil. Donc c'est quelque chose qui je l'espère pour la suite, sera très formateur. Mais c'était une première expérience de longue distance. Et quand on m'a proposé une diagonale, j'ai évidemment sauté sur l'occasion. C'était une très bonne idée, c'était quelque chose qui me tournait dans la tête. Et le faire avec Denis et Jean-Luc, qui sont très expérimentés, très organisés, c'était vraiment le faire dans les meilleures conditions pour moi, pour une première diagonale. Tu connaissais le concept des diagonales, l'autonomie, faire son tracé, le nombre de kilomètres, la distance, etc. ou c'était une découverte ? Alors oui, je connaissais le principe des diagonales pour en avoir fréquemment parlé avec d'autres membres du club, et notamment un membre auquel je pense à l'instant qui m'avait toujours dit les meilleurs souvenirs que tu auras, c'est les souvenirs de diagonale. Et pour le coup, je dirais qu'avec ma maigre expérience de 6 ou 7 ans, si je dois faire un bilan, effectivement, à ce jour, ma meilleure expérience, c'est la diagonale que j'ai pu faire l'année dernière. Tu as des moments, des passages qui sont restés gravés de cette diagonale ? Absolument. J'ai un moment particulier qui est à la fois, je dirais, lié au cadre dans lequel on évoluait à ce moment-là. C'est dans le sud de la France, c'était sur la dernière étape, juste avant Perpignan. On a roulé dans ce qui s'appelle les gorges de Galamus, que je ne connaissais pas. Donc l'endroit est magnifique,
c'est une première chose. Mais en plus, il y a une anecdote liée à ça, c'est que dans la préparation qu'on avait pu faire avec Denis et Jean-Luc, on s'était rendu compte, en consultant Open Runner, que au moment d'aborder des gorges de Galamus, on devait avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un taquet de 600 mètres à 15%, ce qui nous faisait un peu peur, et moi encore plus. Et pour le coup, on a attendu Moi, j'ai eu en tête le taquet pendant les 4 jours de la diagonale. Arrivé sur place à 5 km, je me disais, ok, là, tu vas souffrir un moment, mais dans un quart d'heure, c'est fini. Et finalement, le taquet, on ne l'a pas vu, parce que c'était en fait un bug de l'application Open Runner, qui avait calculé le taquet en pensant qu'on allait devoir monter de la rivière qui était tout en bas des gorges, 50 mètres plus bas que la route. Et ce taquet qu'on attendait depuis 4 jours n'existait pas. Donc j'ai ce souvenir-là en tête, je dirais, et un autre souvenir plus d'une ambiance générale, c'est qu'à l'époque, l'année dernière, fin mai, il y avait des inondations dans un certain nombre de régions de France qu'on a traversées. Et on a eu l'occasion de voir des rivières vraiment très 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 larges et des champs inondés. Et on a même assisté un matin à la chute d'un arbre dans la rivière, liée à ces inondations. Donc je dirais l'ambiance générale pour moi était liée à ce temps qui était sur les 3 derniers jours en tout cas magnifique, mais on avait quand même le sentiment qu'il avait beaucoup beaucoup plu sur les jours et les semaines précédentes. La diagonale, c'est une belle aventure, c'est quand même des jours bien remplis. Tu te souviens de la satisfaction de l'arrivée à Perpignan ? Tout à fait. Alors, on a absolument. Quand on a vu le panneau Perpignan, j'ai poussé un cri de joie qui a fait sursauter mes 2 camarades. Et il y a je dirais, une forme de bizutage au sein de notre club, que je ne connaissais pas. Cette règle, je ne la connaissais pas, mais ils me l'ont annoncé juste quelques minutes avant d'arriver au commissariat de Perpignan, où on devait faire valider notre feuille de route. Le bizutage consiste à demander à celui qui fait sa première diagonale d'aller parlementer avec les gens du commissariat pour obtenir le tampon pour valider les feuilles de route. Et ils m'ont annoncé ça quelques kilomètres avant le commissariat. J'étais déjà en train d'essayer de trouver les arguments que j'allais pouvoir invoquer pour obtenir le précieux tampon. Et à ma grande surprise, quand on est arrivé au commissariat de Perpignan, il y a un grand escalier. Et il y avait un policier qui était en haut des escaliers. Et en nous voyant arriver, il a ouvert les bras. Il nous a dit « Ah, bienvenue les diagonalistes !» Manifestement, il était très très informé de la chose. Il nous a même dit qu'on n'était pas les premiers à arriver ce jour-là à Perpignan. Il y avait déjà un groupe qui était arrivé de Strasbourg. Et pour le coup, le bizutage tombait un peu à l'eau, puisque il a été très très simple d'obtenir le fameux tampon. Et on a même eu le droit d'expliquer ce qu'était une diagonale, le système des civils qu'on doit relier, mais pas de ville contiguë, etc., au commissaire, qui a pris des notes, nous indiquant qu'il allait en parler au responsable de la communication du commissariat. Donc je ne sais pas ce que ça a donné par la suite. Peut-être qu'on a eu notre photo dans le journal municipal de Perpignan, peut-être. Et on a fait une photo avec les différentes personnes du commissariat. D'ailleurs, le commissaire qui est en civil nous a dit écoutez, je reviens, je vais vous apporter du bleu. Le bleu signifiant l'uniforme des gens qui sont arrivés pour prendre une photo avec nous, avec leur uniforme. Donc, cette arrivée à Perpignan était assez mémorable et très sympathique pour le coup, et le bizutage est un peu tombé à l'eau. Mais belle arrivée en tout cas. Tu es plutôt un rouleur solitaire, un rouleur en groupe ? Alors moi je suis assez solitaire dans ma pratique du vélo de manière générale. J'ai fait des flèches également, des flèches de France en 2024. J'en ai fait 8, tout en solo. Alors pas les plus longues, mais des flèches entre 200 et 600 km,
toujours en solo. J'apprécie particulièrement de rouler en solo. Je dirais que j'y retrouve un peu un retour à la nature, dans le sens où ce sont des moments où je suis capable de manger au moment où j'ai faim, et non pas parce que c'est l'heure de manger, de dormir quand j'ai sommeil, et non pas parce que c'est l'heure de dormir. Et je trouve que ça, c'est un luxe qu'on a plus souvent aujourd'hui dans notre monde, qui est très procéduré et très réglé sur la montre. Et je pense que j'atteins, pour en avoir parlé avec des gens qui pratiquent la méditation, j'atteins une certaine forme de méditation dans ces moments-là, à tel point que quand il m'arrive de partir pour faire une boucle depuis mon domicile de 3, 4, 5 heures, je ne me souviens pas, quand je reviens, par où je suis parti. Il faut vraiment que je fasse un effort de mémoire, où je regarde la trace sur mon téléphone pour savoir par où je suis parti. C'est-à-dire que c'est un vrai moment de déconnexion pour moi, où le fait de ne plus être en prise avec les réseaux sociaux, avec l'heure qu'il est, avec les mauvaises nouvelles du monde, me font énormément de bien. Tu es dans un autre état. Exactement. Je suis dans un autre état. Je sais globalement à quelle vitesse je roule, je sais combien de kilomètres j'ai fait, mais je suis quand même dans ma bulle. Alors, à quelle vitesse tu roules? Tu te souviens, sur la diagonale, vous étiez sur quelle moyenne par jour, à peu près? Alors, je pense que la feuille de route était établie à 21 ou 22 km/h, avec des arrêts évidemment, et on a toujours été un peu au-dessus de ça. Donc on devait être aux alentours de 23-24 km/h roulés, ce qui était, je dirais, conforme à notre niveau à tous les trois, mais raisonnable aussi, ce qui nous a permis de durer les 4 jours. Et des journées de 280 à 300 à peu près? Exactement. Les 3 premières journées étaient plutôt aux alentours de 300 et plutôt 220 sur la dernière journée, mais il fallait qu'on arrive suffisamment tôt à Perpignan pour prendre le train, pour pouvoir rallier Toulouse et ensuite prendre le train de nuit depuis Toulouse. Donc on avait cette contrainte, et tout était calculé. On avait une marge sur l'heure d'arrivée d'à peu près 2 heures, calculée par Denis, qui était notre organisateur en chef, et qui a œuvré parfaitement dans ce rôle-là. C'était ta première diagonale. Comment tu as organisé ton chargement? Tu avais des sacoches, devant une sacoche de sel. Comment tu as géré ça? Alors ça a été une surprise pour mes deux accompagnateurs, quand je leur ai appris à la veille du départ que moi je ne prenais pas de sacoche, j'allais faire avec un sac à dos. Donc là j'ai senti l'incrédulité dans leur regard, et j'ai senti que c'était pas prévu pour eux, qu'ils y voyaient éventuellement un problème à venir pour la pérennité de notre groupe, et pour le succès jusqu'à Perpignan. Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, mais quand tu as fait tes brevets, quand tu as fait tes flèches, tu avais un sac à dos? Oui, j'étais toujours avec le même sac à dos. Ça t'a jamais fait mal au dos? Non, ça m'a jamais fait mal au dos. Donc ils ont essayé de me convaincre. Ils m'ont parlé de statistiques sur Paris-Brest-Paris. 5%, 2% des gens qui utilisent un sac à dos. Ils m'ont même sorti une phrase en cours de trajet, qui était, si je me rappelle bien, les vieux de la vieille du cyclotourisme indiquent que le poids, il faut le mettre sur le vélo, pas sur le bonhomme. Malgré tout ça, j'ai rallié Perpignan avec mon sac à dos. J'ai bien compris dans tous les cas qu'il fallait pas trop que je parle de problème de dos durant ces 4 jours, mais de fait, j'en ai réellement pas eu. J'ai quelques échauffements au niveau des bretelles, mais c'est tout, et c'était vraiment facile à gérer. Donc ça ne m'a pas fait changer d'avis jusqu'à présent. J'ai toujours cette idée de rouler avec un sac à dos. Ça m'a réussi, et c'est pas du tout un sac à dos technique, hein. C'est un sac à dos fourni par mon employeur, qui est plutôt un sac à dos publicitaire, voilà, mais qui fait l'affaire, et qui me permet de transporter le bon volume de choses que je souhaite transporter. Tu étais parti avec le même sac à dos sur Paris-Brest?
j'étais parti avec le même sac à dos sur Paris-Brest. Je dirais que c'était également le même sac à dos sur la Vélocio 2024, un peu plus chargé parce que la météo prévoyait d'être assez apocalyptique, et de fait elle l'a été, puisque sur 24 heures, on a eu 24 heures de vent contraire et 20 heures de pluie. Donc le sac à dos était un peu plus chargé avec des éléments qui auraient dû assurer une certaine étanchéité, mais qui finalement, au bout de 3 ou 5 heures, se sont révélés complètement inefficaces, parce que quand on prend une douche pendant 20 heures, il y a bien un moment où on finit par être mouillé, quels que soient les équipements qu'on peut avoir. Mais oui, c'est toujours ce sac à dos m'est fidèle, et je suis fidèle à ce sac à dos. Dans ton approche du vélo de la longue distance, l'apport du club, ça a été important ? Absolument. Je dirais même que ça a été décisif. C'est un club très actif en région parisienne, et c'est un club qui continue de recruter des adhérents. On doit être à peu près une centaine aujourd'hui. Ça fonctionne très bien, et ce que j'adore dans ce club, c'est que quoi que je fasse, il y a toujours plus fou que moi. C'est-à-dire que quoi que je fasse, il y aura toujours la personne qui a fait la même chose mais 50 km de plus, ou la même chose plus un jour de plus, ou il y a beaucoup d'expérience dans ce club. J'ai même eu la réflexion un jour de quelqu'un qui m'a dit, avec ce type de pompe, pour pouvoir regonfler à 6 bars, il faut faire 150 allers-retours. J'ai dit ok, je le saurai à partir de maintenant. Ou alors une autre règle qui est de dire, à partir de 12 degrés, tu peux être en cours. Donc vraiment des règles, je dirais, un peu de gestion qui sont, alors que je ne suis pas forcément complètement en toute occasion, mais qui sont quand même la marque d'une grande expérience, de gens qui ont des choses à raconter, et des choses qui ne sont pas juste des paroles, mais qui sont corroborées par des actes. Et ça, c'est super important. Et oui, j'ai adoré faire la Vélocio l'année dernière. On l'a refait cette année avec 4 autres membres du club. Et on sait qu'on va passer un bon moment. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. On sait que si on a besoin de s'organiser pour prendre des relais, on prendra des relais. Et effectivement, le fait d'être dans ce club de saut a été déterminant pour moi pour aller vers Paris-Brest-Paris, vers des diagonales, etc. C'est riche d'échanges et d'expériences. Exactement. Le vélo, c'est quelque chose d'important, techniquement, ou c'est secondaire, et quelle selle tu as sur ton vélo ? Alors, le vélo, pour moi, il n'est pas important du tout. Pour moi, il est utilitaire. C'est ce qui me permet de faire de la longue distance. Je suis d'ailleurs très embêté lorsqu'on me demande des détails techniques sur mon vélo. Je ne les connais pas. Et quelque part, je m'en moque. C'est un peu comme ma voiture. Il faut que le vélo, au moment où j'en ai besoin, il soit disponible, qu'il ne crève pas trop souvent. Et voilà, je ne suis pas du tout dans la technique. J'ai besoin d'avoir un vélo qui réponde correctement quand j'ai décidé de pédaler, mais je ne suis pas très très intéressé par la technique. Et en termes de marque de selle, je crois que c'est une physique. Mais voilà, c'est une... Je sais quand même que quand j'ai changé de vélo, il y avait une selle Italia dessus, et qui n'a pas fait du tout bon ménage avec mes fesses. Et du coup, le fait de reprendre ma précédente selle physique m'a grandement aidé. Donc là, pour le coup, je sais que c'est une selle physique, mais autrement, tous les détails techniques de taille de pneus ou de marque de boîtier, etc., je n'en sais rien, et je sens que je suis un peu atypique par rapport aux collègues du club sur ce sujet-là, mais c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse. Le vélo ne fait pas le cycliste. Je pense que le vélo ne fait pas le cycliste, sinon on achèterait tous des vélos à 8 000 € pour essayer de rouler plus vite, et j'y crois pas trop en fait. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans sa première diagonale, mais qui néanmoins hésite ? Sur ce plan-là, je dirais sans doute choisir ses compagnons de route, être bien accompagné.
Ça a été déterminant pour moi. J'ai fait cette diagonale avec 2 personnes très expérimentées, très organisées, avec qui j'avais déjà roulé et en qui j'avais entière confiance. Je pense que c'est la base. Pour la première, je dirais, pour la deuxième, je ne sais pas si j'en ferai une deuxième, mais en tout cas pour la deuxième, j'envisage de la faire en solo et ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Mais pour la première, je pense qu'il faut être accompagné de gens en qui on a confiance. Pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut tester sa capacité à rouler sur une journée entre 280 et 310 km. C'est-à-dire que moi, j'avais fait ce test, j'avais roulé sur une journée 300 km à un rythme modéré, et je m'étais posé la question le lendemain matin, est-ce que tu serais capable de repartir? Et je pense que ça, c'est déterminant. Si on a le sentiment qu'on est capable de repartir le lendemain matin, globalement, c'est qu'on est prêt pour une diagonale. Quand on arrive au bout de sa diagonale, parmi les spécificités d'une diagonale, c'est quand tu arrives au bout, ce n'est pas fini, mais il y a un compte-rendu à faire. Absolument. Vous étiez à 3, comment ça s'est passé? Alors, nous étions à 3. Moi, pendant le déroulé de la diagonale, je notais certaines choses sur mon téléphone, des anecdotes. Et je me suis proposé auprès de Denis et Jean-Luc pour faire ce compte-rendu. Pour être honnête, j'ai adoré le faire. J'ai mis du temps à le faire. Et je leur ai dit tout de suite, moi je suis d'accord pour faire le compte-rendu, j'ai envie de le faire, mais ça va pas être un compte-rendu ou un déroulé un peu chronologique on est parti à telle heure, on a vu une église, puis après on a eu 200 km devant la Pampa, etc. C'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Je l'ai plutôt basé mon compte-rendu sur des anecdotes, et pour le coup 10 anecdotes qui ont constitué 10 chapitres. Et ce compte-rendu, je l'ai livré au fur et à mesure à mes compagnons de route. Je leur ai d'abord envoyé 3 chapitres. Et ils m'ont dit c'est plutôt génial, continue comme ça, et c'est super, ça nous plaît bien. Et je leur ai envoyé également, pour les chapitres 4 à 10, je leur ai envoyé les titres. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de teasing. Je leur ai sans leur expliquer pourquoi ces titres, je leur ai donné les titres pour un peu susciter leur curiosité. Et je dirais que pour moi, la diagonale a commencé à Brest, mais elle ne s'est pas arrêtée à Perpignan. C'est-à-dire que le récit que j'en ai fait, ça a été une continuation pendant plusieurs semaines de la diagonale, parce que j'en ai parlé à des collègues, j'en ai parlé autour de moi, dans la famille, et pour ceux qui me montraient une certaine appétence pour ce que je leur racontais, je leur envoyais le récit, et ils trouvaient ça, de manière générale, plutôt sympa, plutôt motivant. Je dirais pas que ça a incité qui que ce soit à faire une diagonale, mais en tout cas, c'était pour moi l'occasion de prolonger un peu l'aventure, et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai adoré faire. Si des auditeurs souhaitent avoir ton récit, tu peux leur envoyer? Absolument, avec grand plaisir, et les retours qui pourront m'être faits sont également les bienvenus, parce que je dirais que pour mes prochaines longues distances, c'est une dimension que je souhaite rajouter, c'est-à-dire que le fait d'écrire a posteriori, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'ai adoré faire en tout cas, et je pense que ce sera de nouveau le cas pour de prochaines longues distances, et c'est quelque chose qui pour moi, sans doute, va faire partie de mes prochaines longues distances. Prochaine longue distance, justement, quels sont tes projets futurs? Alors moi, je suis quelqu'un qui a un peu de mal à se projeter. Donc je suis capable de décider que dans 15 jours, je vais faire une flèche de 800 km ou une diagonale. Donc j'envisage de faire une eurodiagonale entre Dunkerque et Copenhague, parce que à compter de septembre prochain, j'ai un de mes fils qui sera en échange universitaire à Copenhague. Donc ce serait l'occasion d'aller le voir
avec un mode de transport très écologique pour le coup. Mais c'est à l'état de... C'est en gestation pour le moment dans ma tête. Peut-être que d'ici là, il y aura une longue flèche ou une diagonale. Je ne sais pas. Et je m'interdis rien, mais je me promets rien non plus. Merci Thierry. Nous allons arriver au terme de ce podcast. Aimerais-tu ajouter autre chose ? J'adore l'idée d'échanger post longue distance et merci Marc de me donner l'occasion d'en parler parce que j'aime bien en parler. Et toute personne qui envisagerait de faire une diagonale et qui est hésitante, je l'invite à me contacter parce que il y a 1 an, je ne savais pas que j'allais faire une diagonale. 3 mois plus tard, j'en ai fait une et c'était vraiment super. Merci beaucoup Thierry pour ton partage, en tout cas large. Ton retour sera précieux, j'en suis convaincu. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Merci également pour vos commentaires réguliers que je reçois et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez recevoir le récit de Thierry. Merci Thierry, au revoir. Au revoir.